l'Acadie Nouvelle et CKRO vous présentent le balado Les Top 5. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier balado né d'un partenariat Acadie Nouvelle CKRO en direct des studios de CKRO. Je m'appelle Michel Jacob et j'animerai ce balado. Aujourd'hui, mon invité, François Gravel, éditorialiste à l'Acadie Nouvelle. François, bonjour. Bonjour Michel. Normalement, quand je participe à une émission de radio ou de télé, je commence en disant « Merci de l'invitation ». Mais aujourd'hui, c'est différent. Notre balado est présenté par CKRO et l'Acadie Nouvelle. C'est une production conjointe. Alors, je vais plutôt dire merci Michel de participer avec moi à cette nouvelle aventure. Ouais, ça fait plaisir et on commence l'aventure avec le top 5 événements de l'année. Alors, normalement, Michel, quand on fait un décompte, on commence à la fin. On culmine avec le numéro 1, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on commence avec le top 1. Pourquoi? Parce que il n'y a pas l'ombre d'un commencement, d'un début, de possibilité de suspense, Michel. L'événement de l'année, à mes yeux, je suis certain que c'est l'événement de l'année pour toi aussi, Michel, pour l'Acadie Nouvelle, pour les autres médias au Nouveau-Brunswick, pour nos auditeurs, et je parle bien sûr de la victoire du Parti libéral et de Susan Holt, devenue la première femme première ministre du Nouveau-Brunswick. Exact. Ça marque l'imaginaire, ça marque aussi l'histoire de la politique au Nouveau-Brunswick, l'élection de Susan Holt à la tête du gouvernement. Alors, c'est un événement exceptionnel et historique dans une province où les femmes n'ont historiquement pas une forte présence en politique. À l'Assemblée législative, Michel, j'aime raconter qu'il y a un endroit où on retrouve les photos de toutes les femmes qui ont été élues députées. Et dans cette galerie de portraits, elle ne tient que sur un seul mur. Si en 2020, alors que Kevin Vickers était le chef du Parti libéral, que Blaine Higgs s'apprêtait à former un gouvernement majoritaire, quelqu'un m'avait dit que dans 4 ans, dans 4 petites années, une femme allait diriger le Nouveau-Brunswick. Honnêtement, Michel, je ne sais pas si je l'aurais cru. Et on a vu au cours des premières semaines, Susan Holt a vraiment voulu laisser sa marque. Ça a été une victoire inspirante aussi, j'ajoute. Et je vais me permettre, Michel, si tu veux bien, de raconter une anecdote personnelle, ce que je peux jamais faire quand j'écris des éditoriaux ou quand j'accorde des entrevues à la radio ou à la télé. J'ai 3 jeunes enfants, y compris une jeune fille de 11 ans, et je lui ai expliqué pendant la campagne électorale que sa grand-maman, durant toute sa vie, n'a jamais connu ça, une femme devenant première ministre du Nouveau-Brunswick, alors qu'elle pourrait vivre ça à l'âge de 11 ans. On lui a même permis de suivre la campagne, la soirée électorale. Évidemment, ma fille ne s'intéresse pas du tout au Parti libéral, au Parti conservateur. Et tout, ouais. Exactement. Hein? Elle s'en fiche un peu, là, qui va gagner, qui va perdre. Mais ça a été un beau moment pour elle quand elle a appris en direct à la télévision que Susan Holt l'avait emporté, qu'elle devenait première ministre, qu'elle brisait le fameux plafond de verre. C'est un événement majeur, c'est un événement historique, c'est un événement qui a marqué ma fille de 11 ans. Ouais, exact. Et c'est, selon moi, l'événement de l'année. Oui, l'événement de l'année. Et ça envoie le message aussi peut-être qu'en Occident, on peut encore les briser, ces plafonds de verre. Tout à fait. On peut encore être surpris, on peut être encore étonné, il y a encore des choses à accomplir. Maintenant, si on passe au top 2, c'est directement relié avec l'élection de Susan Holt et des libéraux ici au Nouveau-Brunswick. C'est Blaine Higgs qui est battu dans sa propre circonscription. Tout à fait. L'événement numéro 2, c'est l'envers de la médaille, l'effondrement du gouvernement Higgs. Et là aussi, on cible un événement précis. Dans ce cas-ci, c'est pas juste le gouvernement qui a été défait, le chef a été défait dans sa propre circonscription de Quispamsis. Une défaite, je pense, qui a sonné Blaine Higgs lui-même, qui a surpris beaucoup de gens, mais qui a encore plus surpris M. Higgs en personne. Je pense qu'il a été ébranlé. Il avait l'air ce soir-là de quelqu'un qui n'a jamais vu venir le coup. Blaine Higgs, qui croyait pendant la campagne électorale devenir le premier chef de parti à remporter 3 élections consécutives depuis Frank McKenna en 1995. Il est plutôt devenu le premier ministre sortant à perdre son propre siège depuis Richard Hatfield en 1987. Ses propres électeurs, ceux qui le connaissent le mieux, lui ont dit qu'ils ne voulaient rien savoir de lui. C'est un événement majeur. Et si on revient dans le passé, François, une des premières phrases que Blaine Higgs a laissées entendre après sa première élection, les gens me jugeront par le legs que je laisserai à cette province. Donc, on voyait déjà peut-être un peu une façon de faire ou une façon de percevoir sa province et lui-même aussi. Oui, 2 choses dans ce que tu viens de dire. D'abord, effectivement, le Nouveau-Brunswick anglophone n'est pas un bloc uni, hein, où tout le monde pense pareil. Les banlieues de Saint-Jean, riches, éduqués, les citoyens clairement ont jugé qu'ils étaient tannés, dans le fond, d'un gouvernement qui accorde plus d'importance à la politique 713 qu'aux soins de santé, par exemple. Et deuxièmement, tu as cité une citation de Blaine Higgs. Je vais t'en citer une autre, moi. M. Higgs, qui a eu une réaction condescendante, je vous dirais, quand ses députés et ministres ont commencé à quitter les uns après les autres. Là, Daniel Alain, Dorothy Shepherd, Arlington et compagnie, j'en passe. Il a déclaré « Ils subissent de grandes pressions de la part de leurs électeurs ». Et moi, M. Higgs, j'ai la chance, au contraire, d'être dans une circonscription à Quispamsis où les gens voient le grand portrait. Et
il avait raison. Les électeurs de Quispamsis avaient une vision plus large. Ils comprenaient le grand portrait. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas hésité à défaire leur propre député, même s'il s'agissait du premier ministre sortant. Il faut le faire quand même. Oui, exact. Et tout porte à croire aussi que c'est une question d'interprétation. La pression venait peut-être pas des électeurs et de la population, mais bien du premier ministre lui-même à l'époque. Possiblement. Et je vais terminer, Michel, avec une autre anecdote, tiens, pourquoi pas, pour montrer que je ne suis pas infaillible. Pendant la campagne électorale, 5 personnes différentes, Michel, m'ont affirmé que Blaine Higgs était en danger dans sa circonscription, y compris un contact qui m'a dit ça au tout début de la campagne électorale, et je n'ai cru aucune de ces personnes-là. Je me suis dit qu'ils prenaient leur rêve pour la réalité ou qu'ils me partageaient tous la même rumeur qu'ils avaient entendue au même endroit. Vers la fin de la campagne, un sondage qui disait que M. Higgs et son adversaire libéral, Aaron Kennedy, étaient nez à nez. Je ne l'ai pas cru non plus. Je me suis dit, bon, ça va être plus serré que prévu, c'est tout. Alors, la leçon à tirer de ça, c'est que comme éditorialiste, je pense que je dois apprendre à mieux faire confiance à mes sources. Nous sommes tous dans le même bateau. Top 5 événements de l'année au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez le balado Les Top 5, Acadie Nouvelle, CKRO. Troisième top, François? Pour compléter le top 3 de notre top 5, j'ai triché, Michel. Allons-y, triche. J'ai honte de l'avouer, j'ai triché. On fait aujourd'hui le top 5 des événements de l'année au Nouveau-Brunswick. Et pourtant, au troisième rang, j'ai choisi un événement qui n'a pas eu lieu au Nouveau-Brunswick, mais qui va pourtant avoir un énorme impact sur nous tous. Et je parle bien sûr de la réélection de Donald Trump à titre de président des États-Unis. Et comment on peut aborder cette élection en quelques minutes? Quel point majeur? Quelles sont les priorités? Je ne suis pas un expert en politique américaine. Je ne ferai pas semblant de l'être. Mais je m'y connais un tantinet, Michel, en politique néo-brunswickoise. Et je ne crois pas me tromper en disant que le mandat de Susan Holt va être marqué de façon très négative par le mandat de Donald Trump. Avant d'aller plus loin, Michel, je vais te lire une citation, si tu veux bien, que j'ai retenue. Et tu vas essayer de deviner qu'est-ce qui a dit ça. Alors, la citation est la suivante. La présidence de M. Trump et ses positions protectionnistes représentent le plus grand des dangers pour l'économie du Nouveau-Brunswick. Quel politicien ou politicienne du Nouveau-Brunswick a fait cette déclaration, Michel? J'y vais avec Susan Holt. Eh bien, c'est une question piège. Il s'agit de Brian Gallant. En avril 2017, à l'aube de la première présidence de Donald Trump. Et dans cet entretien-là, il avait qualifié M. Trump de menace aussi. Je n'ai pas entendu Susan Holt de faire des déclarations aussi fortes que celle-là, mais je ne serais pas surpris qu'elle pense un peu la même chose. Le Nouveau-Brunswick est tellement dépendant des États-Unis. Tu vas comprendre, Michel, que quand Donald Trump annonce son intention d'imposer des tarifs de 25 % sur tout ce qui rentre dans cette province-là, ça devient une nouvelle majeure. Je le mets numéro 3, mais je ne serais même pas étonné si, dans un an d'ici, on déclarait en fait que l'événement numéro 1 au Nouveau-Brunswick aura en fait été l'élection de M. Trump. De M. Trump. Et les 2 premières années du mandat de Trump seront très importantes et c'est là qu'on croit qu'il y aura concentration de décisions et de pression aussi. Petite question, François, comme ça. Avec ce qui s'est passé il y a de ça quelques jours entre M. Trump et Trudeau, le énième État des États-Unis, le Canada, réflexion d'Elon Musk sur Justin Trudeau. Est-ce qu'on peut parler, en terminant, d'ingérence politique? Ce n'est pas de l'ingérence politique, c'est une gaffe majeure. Le travail de M. Trudeau, c'est de trouver une façon, une solution pour être dans les bonnes grâces de M. Trump, pour pouvoir négocier avec lui et avec son équipe. Comment a-t-il pu croire que c'était une bonne idée de se présenter devant un micro et de déclarer que l'élection, ou plutôt la défaite de Kamala Harris, était la preuve que les Américains sont contre le progrès, de présenter ça en opposition à M. Trump. M. Trump qui est revanchard, qui prend des décisions sur un coup de tête selon ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Je n'arrive pas à y croire que Justin Trudeau a pu faire une telle déclaration. Voilà. C'était irresponsable. Maintenant, top numéro 4. 2024, Michel, c'est l'année où on a appris que les services d'une infirmière peuvent coûter jusqu'à 300 $ de l'heure. Oui, monsieur. Je ne parle pas, bien sûr, des infirmières traditionnelles syndiquées, mais de celles qui ont été embauchées en catastrophe en provenance d'agences privées. Elles sont nombreuses, elles coûtent des dizaines de millions de dollars en fonds publics, et même si on savait qu'elles étaient présentes dans le système public, on ne savait pas à quel point le réseau de santé Vitalité est dépendante de leurs services. Elles ont marqué l'actualité tout au long de l'année. Alors, c'est pour ça que je place cette controverse-là, leur embauche, au 4e rang de notre liste aujourd'hui. Et déjà en 2022, il y avait des rapports qui sortaient un petit peu partout qui disaient que c'était une partie importante au niveau des dépenses qui étaient redirigées vers ces infirmières. Tout à fait, Michel. Tu fais bien de le rappeler. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu soudainement
de nulle part cette année. L'année dernière, déjà, le syndicat des infirmières sonnait l'alarme, disait que ces infirmières-là étaient présentes, qu'elles coûtaient cher. Ce qui s'est produit cette année, en fait, c'est que c'est un journaliste d'enquête du Globe and Mail qui a découvert à quel point ces infirmières-là sont hors de prix et que des agences privées comme Canadian Health Services ont profité de la grande vulnérabilité, oui, des réseaux de santé pour imposer des clauses que je qualifierais de honteuses, Michel, je crois. Là, l'une d'entre elles, je me souviens, par exemple, c'est le fait que le réseau Vitalité doit payer des frais de repas aux infirmières et ces frais-là sont envoyés directement à l'agence. Ça ne sert pas du tout à payer les repas en question. Alors, pour comprendre ce qui se passe au Nouveau-Brunswick, le Globe and Mail a passé par Terre-Neuve. Pourquoi? Parce que la loi d'accès à l'information du Nouveau-Brunswick est l'une des plus faibles au Canada, alors que celle de Terre-Neuve est la plus forte. Et ces informations-là qui étaient cachées ici étaient du domaine public à Terre-Neuve. C'est comme ça qu'on a su ce qui se passe. C'est un dossier qui a ensuite fait l'actualité pendant toute l'année et qu'on va parler aussi en 2025 et même après, je crois, parce qu'on n'a pas fini de voir ces infirmières-là au Nouveau-Brunswick et de se poser la question, est-ce qu'on peut s'en priver, oui ou non? Oh, en privé, est-ce qu'on peut s'en priver en public? Comme on fait présentement aujourd'hui. C'est à se poser la question aussi à savoir de quelle façon le système s'est organisé, parce qu'on regarde en Europe, dans certains pays, le secteur public est beaucoup plus payé que le secteur privé. Et quand on parle de secteur privé en Europe, que ce soit en France ou en Allemagne, il y a le privé non lucratif et le privé lucratif. Pour ce qui est du secteur public, les infirmiers et infirmières sont payés beaucoup plus que ceux et celles qui sont dans le secteur privé. Alors qu'ici, c'est exactement le contraire. Et Vitalité va devoir prendre une décision importante et plus particulièrement, la première ministre, Susan Ho, va devoir prendre une décision extrêmement lourde de conséquences à un certain point cette année ou l'année prochaine. Est-ce qu'on se prive dorénavant de ces infirmières itinérantes, embauchées à prix d'or, même si ça signifie comme conséquence de fermer des services hospitaliers ou même des services d'urgence? La docteure France Desrosiers, qui est la PDG de Vitalité, a déclaré que les infirmières du privé, sans elles, ce sont des salles d'urgence qui auraient fermé leurs portes, possiblement pendant plusieurs jours. Si on tire la plug sur ces infirmières l'année prochaine, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, Michel, il n'y a personne qui a encore la réponse à cette question-là. Top 5 maintenant, à voir ta sélection du top 5. Je l'avais oublié, François. Michel, j'ai pensé terminer avec quelque chose de plus léger. On a parlé de politique, de Donald Trump, d'hôpitaux, d'infirmières du privé. Et je voulais terminer avec quelque chose de plus joyeux. Alors, j'ai choisi comme 5e événement qui a marqué l'actualité et au Nouveau-Brunswick, mais encore plus en Acadie et dans la péninsule acadienne, Mérelle Chiasson, l'homme de 64 millions de dollars. Wow. En 2023, l'Auto-Atlantique, je rappelle l'histoire, a annoncé que quelqu'un dans le Nord-Est est en possession de ce billet gagnant-là et que le prix n'avait pas été réclamé. Le plus gros prix jamais remporté au Canada Atlantique. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que le billet traînait sur la commode de la chambre à coucher d'un ancien pêcheur de crabe de Bas-Caraquet, que ce monsieur-là avait depuis toujours pris l'habitude de vérifier ses billets un mois avant la date d'expiration. Et c'est comme ça qu'après avoir eu en main le billet gagnant pendant 347 jours, Michel, il a vérifié ses numéros, s'est demandé pendant quelques instants s'il avait gagné 64 000 $ ou 64 millions de dollars avant de comprendre que sa vie venait de changer à jamais. Oui, il y avait des zéros de plus qui se sont ajoutés. 347 jours d'attente, 19 jours avant l'expiration, 64 millions et un petit clin d'œil aussi à l'endroit, au dépanneur où il a acheté son billet. Le commerce s'est vu remettre la somme de 640 000 $. Une pierre, deux coups. Oui, et je profite de cette histoire-là qui me rappelle deux anecdotes que je vais vous raconter. La première, Michel, un collègue dont je vais taire le nom, a vécu un moment assez intéressant, j'ai trouvé. Au printemps, il a changé son manteau d'hiver pour son manteau d'été, avant de s'apercevoir qu'il avait dans sa poche un vieux billet de loterie de ce tirage-là en question, avec date limite en juin, et il s'est demandé pendant quelques minutes, est-ce que je viens de trouver le billet gagnant en question que tout le monde attend? Et ce n'était pas le cas, malheureusement. Donc, il n'est pas millionnaire aujourd'hui. Et de mon côté, cette histoire-là m'a rappelé que parler d'argent, c'est quelque chose de sensible. C'est pas tout le monde qui aime ça. Je rédige chaque semaine une infolette distribuée par l'Acadie Nouvelle. Ça s'intitule « Le point de vue de François Gravel ». Et c'est une sorte de mini-éditorial. Et un jour, j'ai écrit dans l'infolette que je suis revenu sur les dépassements de coûts au centre des générations, l'amphithéâtre de Caraquet. Et j'ai noté dans cette infolette-là qu'ailleurs, dans d'autres régions, des personnes prospères, des gens d'affaires, ont fait des dons importants. Le centre Jean d'Aigle à Edmundston, le centre E&P Sénéchal de Grand-Sault porte le nom de personnes qui ont donné des millions de dollars pour ce projet-là.
Et je me disais que ce serait bien de voir la même chose à Caraquette, que des gens d'affaires, millionnaires, ici aussi, avant d'ajouter un petit clin d'œil. Et on a même un récent gagnant de 64 millions de dollars qui pourrait peut-être faire un don là-dessus. Et dans les jours qui suivent, j'ai reçu quelques commentaires, Michel, de gens qui m'ont dit de faire attention à ce pauvre monsieur qui va sûrement voir tout le monde lui demander de l'argent. Je ne sais pas si pauvre monsieur était le bon qualificatif à utiliser ici, mais ça m'a quand même rappelé que c'est pas tout le monde qui aime ça qu'on parle d'argent. C'est un sujet qui reste encore tabou pour bien des gens. Pour bien des gens. Et ce qui termine notre première édition du balado Les Top 5, Acadie Nouvelle, C'est quand Héros. Prochain rendez-vous, les personnalités de l'année avec François Gravel. Je pense que ça s'est bien passé. Merci, Michel.